Dans un futur proche, dans la ville de Moscou, Oleg et Aliona ont un rendez-vous au cours duquel Oleg explique qu'il est un soldat en permission de 2 semaines. Le rendez-vous se déroule à merveille, et tous deux finissent par passer la nuit ensemble. Pendant ce temps, à Paris, un avion est sur le point d'atterrir lorsque soudain, toutes ses lumières s'éteignent et toutes les personnes à bord perdent connaissance. Très vite, cette panne s'étend à travers le monde, ne laissant qu'une petite partie de l'Europe de l'Est éclairée. Oleg et Aliona remarquent que les drones volant autour de Moscou se figent en plein ciel, et ils se précipitent vers le hall de l'hôtel pour comprendre ce qui se passe. Toutes les personnes présentes dans le bâtiment s'y rassemblent pour écouter les informations. La présentatrice explique que ce phénomène n'est pas dû à une catastrophe naturelle, et même s'ils avaient d'abord soupçonné une attaque terroriste, ils ont découvert qu'ils ont perdu tout contact avec le reste du monde. Un groupe de soldats dirigé par le maire Dolmatov est alors envoyé en mission de reconnaissance à Kirov, l'une des nombreuses villes désormais plongées dans l'obscurité. La journaliste Olga les accompagne pour enregistrer tout indice qu'ils pourraient trouver. Le gouvernement a déjà envoyé des drones dans cette zone, mais aucun n'est revenu. L'équipe avance dans la ville et entre dans un magasin où elle utilise des lumières spéciales en forme de slim pour mieux voir. C'est ainsi qu'ils découvrent que tous les habitants ici sont morts, même les poissons dans le bocal. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander comment tout le monde est décédé puisqu'il n'y a aucun signe d'une attaque. C'est comme si cela s'était produit instantanément, sorti de nulle part. Ils commencent ensuite à fouiller différents appartements, où ils trouvent tout en place, comme si rien ne s'était passé. Encore une fois, tout semble s'être produit instantanément, comme si les gens s'étaient volatilisés. Soudain, l'un des soldats est attaqué par un être mystérieux. Le reste de l'équipe se précipite pour l'aider, mais dès que la créature les voit, elle s'empare de l'arme du soldat et s'échappe par la fenêtre. L'équipe ouvre immédiatement le feu, mais l'être ne semble pas affecté par les balles et prend la fuite. Ils emmènent le soldat blessé jusqu'à leur avion et lui demandent s'il a vu le visage de son agresseur, mais il faisait trop sombre et la lutte a rendu impossible le moindre détail. Un mois plus tard, plus de 100 millions de Russes sont déclarés morts, et le gouvernement tente de demander à la population restante de rester calme. Cependant, des groupes religieux se rassemblent, persuadés que la fin du monde approche. Pendant ce temps, Yura fait partie des nombreux civils qui reçoivent une lettre leur ordonnant de rejoindre l'armée. Yura vit avec sa mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, et cela lui brise le cœur de la laisser, mais il s'engage malgré tout. En se rendant à la base, il remarque l'état actuel du monde, puisqu'un seul mois a suffi pour que les rues aient une apparence post-apocalyptique. Yura finit par rejoindre l'équipe d'Oleg, qui est informée de la situation actuelle par Dolmatov et le colonel Marina. Chaque ville plongée dans l'obscurité est considérée comme mise en quarantaine, et la seule électricité encore active se trouve à Moscou, ainsi que dans certaines parties de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Finlande. Cette zone est connue sous le nom de cercle de vie. Certaines équipes de Redcon, reconnaissance et nettoyage, sont revenues avec des corps, et elles ont découvert que les victimes sont mortes à cause de neurotoxines endogènes, des produits chimiques produits par le corps humain. Les nouvelles équipes ont 2 missions. Trouver des indices permettant aux scientifiques de comprendre l'origine de ces neurotoxines et s'enfoncer plus profondément dans la zone de quarantaine pour récupérer des ressources, car Moscou en manque. Elle doit faire preuve de prudence car de nombreuses équipes ont déjà été envoyées, et la plupart ne sont jamais revenues, même celles équipées de chars pour les protéger. Pendant que tout le monde se prépare, d'autres volontaires arrivent, et Oleg est surpris de voir Aliona parmi eux. Soudain, une alarme retentit, signalant une attaque imminente. Apparemment, un groupe d'ennemis gigantesques approche, alors les soldats se rassemblent à la frontière entre la base et la zone de quarantaine. À ce moment-là, le courant de la base est coupé. Alors Dolmatov lance des fusées éclairantes pour obtenir une meilleure visibilité, et lorsque les êtres étranges s'approchent suffisamment, les soldats ouvrent le feu. Certains de ces êtres parviennent tout de même à atteindre la base et commencent à attaquer tout ce qui bouge, ce qui fait perdre connaissance à Oleg. Le lendemain matin, Oleg se réveille sous le poids d'un ennemi mort. Yura remarque qu'il est toujours vivant et appelle quelqu'un pour l'aider à déplacer le corps. Oleg découvre alors que l'être étrange était en réalité un énorme ours. En fait, des dizaines de carcasses d'ours gisent de l'autre côté de la frontière, et personne ne comprend pourquoi ils se sont comportés de cette façon. Olga est également présente, filmant tout pour les informations. Oleg est conduit à l'infirmerie et est surpris d'apprendre qu'Aliona est médecin. Elle s'occupe de ses blessures, et lorsqu'il ressent la douleur, elle le réconforte avec un baiser. Pendant ce temps, Marina et Dolmatov discutent des censeurs, un groupe de personnes qui auraient développé des pouvoirs après le blackout. Marina explique qu'ils ne sont pas des super-héros. Les censeurs peuvent en réalité recevoir des données dans leur esprit comme des radios captent des signaux. Cependant, ils n'ont pas été capables de déchiffrer ces données ni de comprendre comment ce phénomène est apparu. Le censeur le plus puissant est Sacha, qui est gardé dans un hôpital militaire. Depuis le blackout, il fait des cauchemars récurrents à propos d'un mystérieux homme chauve. Aujourd'hui, il reçoit la visite de Zenia, qui affirme avoir été envoyé par quelqu'un nommé ID. Il explique que la première vague a détruit tous les appareils électroniques, la deuxième a déclenché l'autodestruction de tous les organismes biologiques, et la troisième vague fera attaquer tous ceux qui sont encore en vie dans la zone de quarantaine. Ils sont des millions, et leur libre arbitre a disparu, mais il reste encore du temps pour les arrêter. Sacha refuse d'être mêlé à tout cela et appelle la sécurité, mais les soldats ne peuvent pas voir Zenia et assurent au médecin que Sacha a des hallucinations. Pendant ce temps, le reste des soldats se prépare pour la mission. Yura finit par voyager avec Olga, qui lui pose quelques questions pour la caméra. Yura admet que la situation actuelle ne le dérange pas car elle a donné un sens à sa vie, et c'est mieux que d'être chauffeur de taxi. Lorsqu'ils arrivent dans la zone de quarantaine, ils découvrent des chars détruits au sol et un immense gouffre traversant les bâtiments, ce qui indique que la troisième vague a déjà commencé. Les images de cette destruction plongent la population restante dans un état de panique, provoquant des émeutes et une hausse de la criminalité qui envahissent la ville. Le gouvernement promet qu'il travaille sur le problème, mais les citoyens pensent que leurs dirigeants leur cachent quelque chose. Les soldats sont divisés en groupes pour couvrir davantage de terrain. Yura et Olga se retrouvent dans le groupe 7,
Et alors qu'ils traversent les bois, une tension séductrice s'installe entre eux. Lorsqu'Oleg rétabli arrive, il rejoint l'équipe 4, qui enquête dans une petite ville. L'un des soldats ouvre un débarras, ce qui fait tomber un tas de barres métalliques sur lui et lui blesse la jambe. L'équipe décide de se reposer à l'intérieur d'une maison jusqu'à l'arrivée d'un médecin. Le lendemain matin, Aliona arrive et annonce que le soldat devra retourner à Moscou avec elle s'il ne veut pas perdre sa jambe. Le groupe s'est également passé la nuit dans un appartement, et pendant qu'il déjeune, Yura remarque quelque chose d'étrange concernant un magasin. Il vérifie l'enregistrement d'Olga et confirme que les portes n'étaient pas ouvertes à leur arrivée. Yura et quelques soldats entrent dans le magasin et trouvent des signes que quelqu'un était présent, alors ils décident d'installer des pièges. Ensuite, ils retournent à l'appartement et attendent que les pièges se déclenchent. Cela ne se produit qu'à la tombée de la nuit. Tout le monde se prépare à partir, mais Yura demande à Olga de rester à l'intérieur et lui apprend à utiliser les fusées éclairantes pour appeler à l'aide s'ils ne reviennent pas. Olga finit cependant par désobéir à Yura et suit l'équipe malgré tout pour tout enregistrer. À l'intérieur du magasin, il trouve un adolescent qui a été blessé par les pièges. Il l'emmène dans l'appartement et tente de l'aider, mais le garçon réagit en s'emparant d'un couteau et en tuant un soldat. Les autres réagissent aussitôt en lui tirant dessus. Pendant ce temps, Sacha sort prendre l'air sur le toit de l'hôpital et est soudain surpris par Idé, l'homme dont Zenia lui avait parlé. Zenia n'était qu'une connexion mentale, mais Idé est réellement présent et veut obtenir l'aide de Sacha. Pour lui prouver qu'il connaît la vérité sur la situation, il montre son visage et révèle qu'il n'est pas humain. À cet instant, Marina apparaît avec un groupe de soldats pointant leurs armes vers Idé, mais brusquement, tous retournent leurs armes contre elle. Idé explique qu'il a utilisé ses pouvoirs mentaux pour faire en sorte que les soldats la voient comme Idé et le voient lui comme Marina, afin qu'elle n'essaie rien. Il jure également être du côté de Marina et l'avertit que des millions d'êtres comme lui arrivent pour mettre fin à l'humanité. Lorsque Marina lui demande ce qu'il est, Idé répond que les humains le considéreraient comme un dieu. Marina conduit alors Idé à son bureau pour l'interroger. Idé explique qu'il était censé déclencher un processus d'irradiation lorsque la Lune se trouverait au-dessus des océans, mais il a commis une erreur. La Lune couvrait cette partie de l'Europe, ce qui l'a protégé des radiations. C'est ainsi qu'est né le cercle de vie, et tous ceux qui se trouvent dans la zone de quarantaine ne sont désormais que des drones sans conscience qui attaqueront bientôt. La race d'Idé a besoin de la Terre parce que leur étoile s'éteint et qu'il cherche un nouvel endroit baigné par un soleil pour survivre. Il révèle ensuite qu'il y a eu une vague zéro il y a des milliers d'années. Cette vague, c'était la race humaine, qui est en réalité une arme biologique envoyée par les extraterrestres pour éliminer la population indigène de la planète Terre. Ce sont les anciens peuples autochtones qui ont bâti les pyramides et les cités sous-marines, car ils étaient bien plus avancés. Les humains sont l'arme biologique parfaite puisqu'ils sont destructeurs, colonisateurs, et qu'ils partagent beaucoup d'ADN avec son peuple, sauf qu'ils ont été privés de toute capacité psychique. La radiation imprévue a permis à certaines personnes, comme Sacha, de retrouver ses facultés. Une armée provenant de la planète d'Idé arrive demain, mais le frère d'Idé, Ra, est déjà sur Terre. Idé n'approuve pas ses méthodes et veut le retrouver, mais le seul capable de connaître son emplacement est Sacha, grâce à ses rêves. Pendant ce temps, toutes les équipes sont soudain attaquées par des humains contrôlés mentalement. Les soldats ouvrent immédiatement le feu et tentent d'établir une ligne de défense, mais l'ennemi arrive en masse et riposte sans difficulté, éliminant la plupart des équipes et les poussant à manquer de munitions. Lorsque l'appartement où ils se cachent explose, Yura demande à Olga de tirer la fusée éclairante, mais presque toutes les équipes font de même, et il n'y a pas assez de ressources pour secourir tout le monde. Pour l'instant, les quelques membres restants du groupe s'attendront sur le toit d'un bâtiment pour rester hors de portée des assaillants. La conversation de Marina avec Idé est interrompue par un message l'informant de l'attaque, et Idé souligne qu'ils sont en train de perdre du temps. Tous les trois, avec Zenia et Sacha, s'envolent vers la base, et pendant le trajet, Idé explique qu'il est immortel tant que personne ne choisit de le tuer. Lorsqu'ils arrivent à la base, Idé plonge Sacha en transe, et celui-ci parvient à dessiner l'emplacement de Ra, qui se trouve dans un gratte-ciel à Kirov. Idé veut mobiliser immédiatement les troupes restantes, mais lorsque Dolmatov voit l'apparence d'Idé, il ne sait pas comment lui accorder sa confiance. À cet instant, un soldat annonce que Moscou est également attaqué, et Marina convainc Dolmatov en soulignant qu'Idé est leur seul espoir. Pendant ce temps, dans le groupe 7, ils décident de descendre de l'immeuble pour chercher les équipes qui n'ont pas envoyé de fusée éclairante. Olga est terrifiée à l'idée d'essayer, alors Yura l'embrasse pour la calmer et la fait descendre doucement. En marchant dans les rues, ils croisent quelques civils et les abattent avant même de leur parler. Olga est bouleversée car ils semblaient normaux, mais Yura lui rappelle que l'adolescent semblait normal lui aussi au début. Comme pour prouver son argument, une nouvelle vague d'humains drones les attaque. Tous les autres soldats sont tués, mais Yura parvient à repousser les assaillants, tout en étant blessé. Il court se réfugier dans un garage, où il soigne la blessure de Yura et trouve une voiture avec de l'essence et des clés pour s'échapper. À la base, Sacha avoue qu'il a peur d'y aller car il est certain qu'Ra l'a vu pendant sa vision, et Idé lui permet de rester en arrière pour sa sécurité. Lorsque l'équipe de Dolmatov part à bord des chars, Marina remarque l'absence de Sacha et force tout le monde à s'arrêter. À ce moment-là, une série de roquettes frappe la base et la fait exploser. Marina pointe son arme sur Idé, furieuse parce qu'il le savait évidemment, et il admet que c'est vrai. Cependant, s'ils avaient emmené Sacha, l'équipe serait morte à sa place, et il n'aurait pas eu la moindre chance de gagner la guerre. Le lendemain matin, Yura et Olga retrouvent Oleg et Aliona. Leur équipe compte également très peu de survivants et il manque de munitions. Heureusement, quelques instants plus tard, l'équipe de Dolmatov les retrouve et leur demande de se joindre à la mission pour éliminer Ra. Olga et Aliona devront les accompagner, car il n'y a plus de base où les envoyer. Quelques heures plus tard, l'équipe arrive à Kirov. Dolmatov est surpris qu'il ne soit pas attaqué, et Idé explique que Ra pense qu'il est mort lors de l'explosion de la base. Les rues sont bloquées par les humains drones, et certains se jettent du haut des bâtiments avec des bombes. L'armée avance simplement avec les chars,
tirant ou écrasant tout ennemi tentant de les arrêter. Lorsqu'ils atteignent le gratte-ciel, Ide emmène Yura et quelques soldats avec lui sur le toit, tandis que les autres restent à l'entrée pour défendre la position. Le combat est extrêmement violent, et ils ignorent combien de temps ils pourront tenir. Alors Oleg conduit également les civils à l'étage. Après avoir éliminé tous les ennemis à l'intérieur, Ide et les soldats affrontera sur le toit. Yura tente de l'attaquer, mais Ra le repousse d'un geste et le laisse suspendu au bord du vide. Ide attaquera ensuite, et leur combat est plutôt équilibré. Mais lorsque Yura remonte et qu'une énorme explosion retentit dans les rues, Ra est distrait, et Ide en profite pour le frapper directement, retirant un appareil de l'intérieur de son corps. Yura intervient aussitôt et place une grenade dans l'ouverture ainsi créée, mettant finalement Ra à mort. Ide peut maintenant utiliser ses pouvoirs pour libérer tous les humains contrôlés. Il annonce que l'étape suivante consiste à tuer les extraterrestres arrivant dans le vaisseau spatial, puisque les humains ont été créés pour tuer, après tout. Xenia ne comprend pas pourquoi Ide ne les a pas avertis avant le blackout, et Aliona comme Marina proteste contre la manière dont il utilise les humains. Quand Ide déclare qu'il est le dieu que les humains méritent, Xenia l'attaque avec un couteau, mais Ide utilise ses pouvoirs pour le forcer à tuer Marina à la place. Furieux, Oleg tente lui aussi d'attaquer Ide, mais Yura intervient pour le protéger, soulignant qu'Ide est leur seul espoir face à l'invasion imminente. Un combat éclate entre Yura et Oleg, et lorsqu'Olga voit que Yura est en train de battre Oleg, elle saisit une arme et tire sur Yura pour le forcer à s'arrêter. Xenia tente encore de tuer Ide, mais celui-ci l'arrête sans difficulté. Oleg hésite à tuer Yura et finit par tirer sur Ide à la place, mais les balles n'ont aucun effet. Ide utilise alors ses pouvoirs pour faire apparaître à Oleg tout le monde sous les traits de son père, le paralysant un instant. Cependant, grâce à ses capacités de censeur, Xenia parvient à repérer le véritable Ide, et il se jette sur lui pour l'entraîner dans sa chute. Ils meurent tous les deux dès qu'ils touchent le sol. À ce moment-là, un gigantesque vaisseau spatial atterrit en écrasant plusieurs bâtiments. Oleg récupère l'appareil qu'Ide avait retiré de Ra et part avec les femmes, refusant d'achever Yura. Après avoir récupéré des armes sur des corps au sol, le trio entre dans le vaisseau spatial, qui ouvre la porte car il attend le retour de Ra. À l'intérieur, des centaines d'extraterrestres dorment dans des capsules, et lorsqu'Oleg active l'appareil, l'oxygène commence à être acheminé vers ses chambres. Il semble que Ra était censé les réveiller, et le minuteur sur les capsules confirme qu'ils seront bientôt opérationnels. Ils essaient de leur tirer dessus et constatent que cela les tue, mais ils n'ont ni assez de munitions ni assez de temps pour tous les éliminer. Olga remarque que les tuyaux qui transportent l'oxygène longent le sol, et qu'en détruisant un seul, ils peuvent tuer de nombreux extraterrestres d'un coup. Le trio commence alors à détruire tous les tuyaux qu'ils trouvent, stoppant efficacement l'invasion. Cependant, lorsqu'Aliona s'apprête à détruire le dernier tuyau, elle se fige en réalisant que ces dernières capsules contiennent des enfants. Les enfants commencent à sortir de leur module, et lorsqu'Oleg les voit, il laisse tomber son arme, incapable de faire du mal à des créatures innocentes. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.